Oui, alors on voit bien que les difficultés en orthographe, c'est un frein social, scolaire, professionnel. Alors on en rigole, mais même socialement, on voit que pour la drague, c'est discriminant. Les Français disent que les fautes d'orthographe vont être un frein pour draguer. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Roxane Joannides. Roxane est docteure en sciences du langage et autrice d'OE, une méthode simple pour apprendre ou réapprendre l'orthographe sans règles à mémoriser. Elle est également fondatrice d'OE Orthographe Héros. Bonjour Roxane. Bonjour Delphine. Alors je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up. Nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'un an sur Vivatech et nous nous croisons depuis sur les salons Educatech, Learning Technology, etc. Aujourd'hui, nous allons parler d'orthographe, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît ? Alors la première date serait 2014 puisque c'est la date de soutenance de ma thèse en sciences du langage, spécialisée dans ce qu'on appelle la didactique de l'orthographe. C'est l'étude de l'apprentissage et de l'enseignement de l'orthographe en l'occurrence. Donc comment est-ce qu'on transmet et s'approprie l'orthographe ? En 2018, ensuite, c'est vraiment l'année de l'émergence de mon projet dans le domaine de l'orthographe, à la suite d'une discussion avec un chasseur de tête qui avait identifié le problème de la baisse du niveau en orthographe et qui m'a suggéré, effectivement, de faire quelque chose. En 2024, ensuite, c'est une année importante puisque c'est l'année où je me suis associée et où j'ai créé ma société OE Orthographe Héros. Parfait. Merci beaucoup, Roxane. Tu es spécialiste en sciences du langage, mais ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc, est-ce que tu pourrais nous définir rapidement le périmètre des sciences du langage ? Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Oui, alors les sciences du langage, c'est effectivement un ensemble de sous-disciplines qui toutes, en fait, traitent de la langue, étudient la langue sous différents angles. Donc, il y a la didactique, l'enseignement de la langue. Il y a le français langue étrangère, enseignement du français langue étrangère ou du français langue première. Il y a la discipline la syntaxe, la phonétique, etc. Donc un ensemble de sous-disciplines liées à l'étude de la langue. Ok. Alors Roxane, pour bien définir ce que c'est que l'orthographe au sens où vous l'entendez chez OE, est-ce que tu peux nous dire, parce que bon, il y a l'orthographe, il y a la grammaire, la conjugaison, tout ça, vous êtes que sur l'orthographe ou comment ça se passe ? Alors, ce qu'il faut distinguer dans l'orthographe, c'est l'orthographe dite lexicale. Donc ça, c'est l'orthographe des mots du dictionnaire, indépendamment de leur ancrage dans une phrase, donc les consonnes doubles, si je mets 2 L, un L, etc. Nous, on travaille surtout sur l'orthographe dite grammaticale. Donc, c'est tout ce qui est accord et conjugaison. Ok. Oui, parce que les études montrent que ce qui pose le plus de problèmes aux francophones, aux usagers de la langue française, c'est l'orthographe dite grammaticale. Donc, vraiment les accords et la conjugaison, et notamment des verbes. Par exemple, le présent, au subjonctif, etc. Est-ce que je mets un S, un T, un E ? Le participe passé, le et, le ER, etc. C'est vraiment ce qui est le plus, en plus, la faute la plus stigmatisée, la plus jugée. Donc, on s'est concentré là-dessus. Alors, tu as évoqué la baisse du niveau d'orthographe suite à la conversation que tu avais eue avec ce chasseur de tête. Est-ce que tu as quelques chiffres pour étayer tout ça, en fait ? Où on en est, justement, du niveau d'orthographe en France, peut-être en Europe ou en comparaison ? Oui, et ce sont des chiffres très fiables, puisque issus d'études scientifiques de grande envergure, de l'éducation nationale, de la recherche, etc., qui montrent qu'en 35 ans, on observe 81% de fautes en plus. Donc, c'est considérable. Ah oui, c'est pas un petit chiffre, là, ouais, d'accord. Exactement. Et donc, les élèves de CM2 aujourd'hui ont le niveau des élèves de CE2 hier. Oh, ouais. Et ça, on sait d'où ça vient ou... Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur principal identifié par la recherche, c'est celui d'un défaut de méthode d'apprentissage. La méthode d'apprentissage traditionnelle fondée sur la mémorisation est insuffisante et convient à une minorité. Et après, il y a des facteurs aggravants
qui sont le nombre d'heures dédiées à l'apprentissage de l'orthographe qui a baissé, la formation des enseignants aussi qui est insuffisante, le fait qu'on enseigne trop tôt et pas assez longtemps. Il faut quand même 10 ans d'enseignement de l'orthographe pour la maîtriser. Il faut des moments de réactivation des connaissances, il faut une certaine maturité cognitive, etc. Et puis, il y a aussi, alors ça c'était l'objet de ma thèse, l'impact des nouvelles pratiques d'écriture électronique, type SMS, etc. Ouais, et puis maintenant, on pourrait se dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'apprendre l'orthographe, puisqu'on a l'IA qui corrige, donc j'ai envie de dire... Oui, alors l'orthographe, ça reste un pouvoir et ça reste très discriminant de pas la posséder pour plusieurs raisons. C'est que l'IA, d'abord, ne règle pas les problèmes de confiance en soi et ne permet pas de monter en compétence, de l'avoir soi-même, et déléguer les compétences à l'IA, c'est quand même très dangereux. Il y a des moments où on n'a pas l'ordinateur avec soi, etc. Et d'ailleurs, les recruteurs de plus en plus demandent de nouveau d'écrire à la main, sans ordinateur, etc. dans le cadre des recrutements. Donc là, on se trouve quand même bien embêté. C'est clair. Voilà, est-ce qu'on a envie d'être dépendant de la machine qui reste une béquille? Et donc, je crois que si on peut améliorer ses compétences, il faut plutôt miser là-dessus. Ça me rappelle une conversation qu'on avait eue avec Lucie Dorn, justement, récemment, à Learning Tech. Donc, non, on ne veut pas être dépendant. C'est exactement ça. On ne veut pas signer de contrat de dépendance. Non. Il faut que notre intelligence reste humaine. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, comment t'es venue cette idée de créer une méthode pour apprendre l'orthographe? Et pourquoi celle-ci, justement, sans règles, etc. C'est un peu innovant et en même temps surprenant, enfin, en tout cas pour les traditionnels de l'orthographe. En fait, face au constat de la baisse du niveau en orthographe, j'ai commencé à faire le tour de l'état de l'art, le tour de la littérature scientifique sur l'apprentissage de l'orthographe à la suite de ma thèse, puisque j'avais déjà travaillé sur l'orthographe, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je reprenne le sujet pour essayer de former, etc., d'aller sur le terrain. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, sur le terrain, les recherches, les enseignements des sciences du langage n'étaient pas arrivés et qu'on pratiquait toujours des méthodes très traditionnelles. Et ces méthodes étaient largement critiquées justement par les travaux des sciences du langage. Donc l'idée a été, à partir de cette littérature scientifique, de développer une méthode complète pour pouvoir améliorer l'apprentissage de l'orthographe avec une méthode simple. Ok, et alors du coup, tu en as parlé à quelqu'un. Enfin, comment tu as pu, au-delà du fait que pour toi, ça te semblait intéressant de la lancer, est-ce que du coup, tu avais échangé avec des professeurs ou même des parents ou des recruteurs? Bref, comment tu as validé le fait que les gens en avaient vraiment besoin, en fait, à part ton intuition? Alors, que les gens en aient besoin, ça c'est la recherche qui le montrait, c'est les enquêtes qui montraient la baisse du niveau. S'il y a une telle baisse du niveau, c'est bien que la manière dont c'est enseigné actuellement suffit pas. Oui, mais je veux dire le côté évaluer l'appétence des gens, parce que ok, on constate que ça va pas, mais bon, on se dit c'est comme ça. Maintenant, les gens sont meilleurs là-dessus et moins bons là-dessus. Bon, un constat. Donc, mais est-ce qu'ils sont prêts à vouloir apprendre en fait? Est-ce qu'il y avait de l'appétence vis-à-vis de ce que toi t'allais créer? Alors, évidemment, il y en a pas tout le monde et il faut de la motivation. Mais en tout cas, déjà, les enseignants que moi, ou les futurs enseignants de français que j'ai rencontrés, parce que j'avais intégré un master 2 justement de lettres pour pouvoir les rencontrer, me disaient qu'ils étaient vraiment preneurs, effectivement, de solutions pour améliorer eux-mêmes leurs propres compétences. Et puis, pour pouvoir savoir comment enseigner l'orthographe. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants, moi, que je rencontre, même dans les salons, qui sont très intéressés par des solutions, par des nouvelles pistes d'enseignement de l'orthographe. Beaucoup sont quand même très démunis et les enseignants sont très engagés. Donc, ils cherchent des solutions. Mais est-ce qu'ils ont une latitude pour choisir la méthode d'enseignement de l'orthographe? Ils doivent pas suivre un programme? Alors, il y a les programmes, effectivement, bulletins officiels, etc. La méthode qu'on propose n'entre pas en contradiction avec ces programmes, puisque dans les programmes, on parle de ce qu'on appelle les régularités orthographiques, etc. Donc, c'est ce sur quoi se base la méthode. Par contre, nous, on est allé plus loin que ce qui est proposé actuellement. Et alors maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthode? Après ce teasing de ouf, j'aimerais savoir. Alors en fait, la méthode dite traditionnelle, c'est celle de la mémorisation de règles. On a tous mémorisé des règles, on a tous mémorisé des formes, des listes de mots, des listes d'astuces, etc. Et donc comme j'ai expliqué, ça convient à une minorité. Au mieux, les gens finissent par connaître les règles par cœur, mais sans pouvoir les appliquer. Devant MBP,
Le N se transforme en M. Moi, j'ai appris cette règle. Oui, alors effectivement, donc là on est dans du lexical, mais il y a aussi la question de ce qu'on appelle l'orthographe grammaticale, c'est l'accord et la conjugaison, notamment des verbes, et c'est ce qui pose le plus de difficultés, puisque les gens en fait n'en déduisent pas inconsciemment, leur cerveau travaille pas tout seul quand on n'est pas bon en orthographe, ce qui est le cas pour les autres, ils en déduisent pas les logiques derrière les règles, la structuration de l'orthographe, puisque les sciences du langage ont montré que l'orthographe c'était vraiment un système très organisé. Et donc, nous, ce qu'on propose, plutôt que d'apprendre par cœur, c'est de comprendre les logiques de l'orthographe, et notamment par le biais d'un schéma qu'on appelle arbre de décision, qui permet à lui seul de gérer notamment toutes les formes du verbe sans exception et qui remplace donc intégralement les manuels de conjugaison, qui permet aussi de gérer l'accord nominal, etc. Donc, c'est vraiment ce schéma, cet arbre de décision qu'il suffit de suivre pour avoir la bonne réponse, la bonne graphie finale. Donc, il n'y a plus à se poser des milliards de questions. Il suffit de le suivre. Et donc, ça permet de valider que son raisonnement orthographique est le bon et de le comprendre et de l'assimiler. Et puis ensuite, on a aussi d'autres exercices que le texte à trous, la cacographie, la dictée traditionnelle, qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Et on a notamment des exercices avec des briques de jeux de construction. Je ne sais pas si je peux citer la marque, donc je vais éviter de le faire. Et donc ça permet, c'est plus visuel, c'est plus kinesthésique, gestuel. Et donc, ça permet de s'adresser à d'autres profils d'apprentissage. Tu as évoqué la cacographie. Qu'est-ce que c'est la cacographie ? Oui, la cacographie, c'est le fait de devoir identifier les mots qui sont mal orthographiés. Trouver l'erreur, quoi. Voilà. Et donc ça, a priori, c'est contre-productif, puisqu'en fait, le cerveau va assimiler la forme qu'il voit. Quand on dit au cerveau de pas penser à un arbre, la première chose qu'il fait, c'est penser à un arbre. Et donc, si on lui montre une faute, il va aussi l'assimiler. Donc, en fait, c'est contre-productif. Ok, d'accord. Je comprends. Donc, du coup, tu as créé cette méthode, si je comprends bien, basée sur cet arbre de décision. Comment tu l'as ensuite validé ? Comment tu t'es assuré que ça convenait à tout le monde, ou au plus grand nombre en tout cas ? C'était quoi la suite ? Alors, à ce moment-là, j'ai effectivement cherché des écoles supérieures avec des jeunes adultes pour pouvoir tester cette méthode sur le terrain. C'est essentiel, évidemment, une méthode ne vaut que si elle a été éprouvée sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé, qui était donc directeur d'école supérieure, et qui m'a donné accès à toutes ces classes de première année de BTS, donc 107 étudiants. Je suis intervenue pendant 2 jours auprès d'eux, et on a sorti un rapport d'impact qui montre une évolution des compétences de 38% en 2 jours. Donc, ce qui est important, surtout dans des groupes de 25, etc. Et dans les entreprises aussi, c'est encore plus élevé. J'ai aussi testé la méthode pendant 2 ans et demi dans les entreprises. Et du coup, comment tu as eu accès aux entreprises ? C'est par les DRH, les responsables formation que... Alors, c'était d'abord par mon réseau personnel, et puis ensuite par le bouche à oreille, et puis effectivement, les contacts, la prospection. D'accord, donc tu as testé à la fois sur des jeunes adultes en école, sur des professionnels en entreprise. Ça a duré 2 ans, tous ces tests ? Dans les missions locales aussi, etc. Ouais, d'accord. Et ça a duré plus de 2 ans et demi. C'est une étude ensuite qui a été publiée dans une revue scientifique. Et puis maintenant, on poursuit tout ça. D'accord, donc après tu as créé la boîte, c'est ça, suite au lancement de la méthode. Comment du coup tu la diffuses en fait ? Comment tu t'assures ? Parce que j'imagine qu'il y a derrière un modèle économique. Enfin, comment ça se passe après ? Alors, ce qui s'est passé à la suite de cette étude, c'est que les résultats étaient tels que, comme je l'expliquais, le directeur de l'école a accepté de s'associer avec moi pour développer une application qui permette de diffuser cette méthode plus largement et qui permette également d'ancrer les connaissances sur le long terme, puisque, quelle que soit la méthode, s'il n'y a pas de répétition, les connaissances qui sont acquises dans le cadre des 2 jours, du présentiel, etc., ne s'ancrent pas dans la durée. Comme un peu toute formation, il faut qu'il y ait une prolongation dans le temps. Exactement. Donc là, l'application permet de faire des entraînements illimités pendant toute une année pour bien que les connaissances se stabilisent et s'ancrent dans le temps. Et donc voilà le modèle, c'est une application de formation en orthographe, donc la vente de licences d'accès annuelles individuelles. Et puis on a également du coaching collectif, on a aussi du présentiel sous forme de team building et de formation. Donc par exemple, je suis responsable formation dans une entreprise, on va dire une ETI de 542 collaborateurs.
Et voilà, je constate via les mails, même dans les présentations, les rapports, etc., il y a toujours au moins 3 fautes dedans, quel que soit le type d'emploi. Je veux donc réactiver cette connaissance en orthographe. Qu'est-ce que je fais? On prend des licences sur l'appli ou il y a d'abord du présentiel comme tu l'évoquais avant pour le test? Est-ce que c'est combinable? Est-ce que ça dépend du niveau de départ du collaborateur? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, nous, on a plusieurs formules en fonction de l'impact qu'on veut, de l'ambition qu'on a, etc., et du projet qu'on a envie de monter. Donc, on y réfléchit ensemble aux enjeux pour l'entreprise et à comment mettre en place la formule la plus adaptée aux besoins de l'entreprise. Et donc, effectivement, on peut commencer par un team building, donc un atelier de 3 heures qui permet d'introduire la méthode, de faire des Lego, enfin voilà, avec les briques de jeu, de pouvoir travailler notamment le participe passé, etc. Et puis ensuite, on peut donc fournir des licences pour les utilisateurs, les collaborateurs ou les apprenants, et ajouter du coaching distanciel que moi j'anime pour pouvoir encore plus approfondir les connaissances, lever des éventuels obstacles, etc. Mais il est possible aussi d'utiliser la licence seule, l'application seule. Ok. Pour ceux qui auraient juste besoin de réviser peut-être, parce que l'application, elle est comment? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est en mode quiz et on a un feedback formatif ou est-ce que c'est une règle, une application? Enfin, comment c'est structuré? Alors, l'application, donc déjà, ce qui la caractérise, c'est le micro-learning, c'est 10 minutes par module, c'est court. Il y a de la gamification, comme d'autres applications qu'on connaît bien pour les langues étrangères. Donc ça permet vraiment de se motiver. Il y a des classements, il y a des badges, des flammes, des jetons qu'on gagne, etc. Et puis, il y a un coach IA également qui vous permet de corriger vos textes, mais c'est un coach IA pédagogique, puisque en plus, il vous explique vos erreurs. Et donc, quand on commence la formation, on a une première case qui est ouverte et qui est le début de notre arbre de décision. Et donc, en fait, il va falloir compléter les modules pour que les différentes cases de l'arbre de décision s'ouvrent, ce qui va permettre de l'assimiler et puis de faire ses niveaux comme ça. Et après, donc ça, c'est son parcours de formation avec ces différentes cases qui s'ouvrent, qui sont les niveaux de la formation. Et puis, il y a également les entraînements qui, eux, sont en illimité et qui s'appellent les phrases du jour et les briques du jour. Et donc, c'est des entraînements innovants. Ok. Puisque tu l'évoques de nouveau, cette arbre de décision, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est le secret du métier? Non, maintenant c'est accessible de toute façon en ligne. Même les particuliers peuvent prendre une licence pour pouvoir améliorer leurs compétences et reprendre le pouvoir. Donc en fait, l'arbre de décision, c'est vraiment ce qu'on appelle la modélisation du fonctionnement orthographique, c'est-à-dire que c'est vraiment le raisonnement que suit le cerveau pour orthographier. C'est le chemin que doit prendre le cerveau pour orthographier. Et donc encore une fois, soit le cerveau l'a déduit seul inconsciemment quand on est bon en orthographe et qu'on lui a donné des règles, soit il n'a pas fait le travail et donc nous on le fait pour lui. Et donc en fait, il va s'agir par exemple, la première case, ça va être mot. Mon mot, je vais me demander si c'est un verbe ou pas, puisqu'on voit qu'en fait la classe grammaticale du verbe, c'est la seule finalement vraiment à connaître pour orthographier. Et donc on va donner une stratégie pour identifier si c'est un verbe. Et donc si c'est un verbe, je vais à gauche, si c'est pas un verbe, je vais à droite. Ensuite, quand c'est un verbe, je vais me poser la question, est-ce qu'il est conjugué ou pas conjugué? Donc ça, c'est une seule question qui permet d'y répondre. Et donc, de nouveau, je vais à gauche ou je vais à droite. Et donc, petit à petit, comme ça, on va savoir si on met un S, un T, un E à la fin des mots, un E ou un ER ou un AI, etc. Tout en suivant le raisonnement sans avoir à se poser des milliards de questions. Ok, très bien. Au final, donc tu donnais des chiffres là d'une amélioration de plus 38 en 2 jours. Est-ce que tu as d'autres... en fait, ce que je cherche, c'est est-ce que tu as d'autres bénéfices? Enfin, bien évidemment, ils sont contents, c'est mieux qu'avant. Est-ce que, comme je crois que tu l'as évoqué, une confiance en soi, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui en découlent, en fait? Oui, alors on voit bien que les difficultés en orthographe, c'est un frein social, scolaire, professionnel. Alors on en rigole, mais même socialement, on voit que pour la drague, c'est discriminant. Les Français disent que les fautes d'orthographe vont être un frein pour draguer. Blague à part... Au niveau scolaire, on voit bien aussi que ça a des incidences quand on rend des mémoires, des rapports, etc., truffés de fautes. Évidemment, ça va faire baisser la note, l'impression qu'on a sur le travail, etc.
qu'il soit bon ou pas. Et puis au niveau professionnel, également, on va favoriser l'employabilité en améliorant ses compétences en orthographe, puisque les recruteurs sont sensibles au niveau en orthographe. Pour l'évolution interne aussi, ça compte. Nous, on a des employeurs qui nous expliquent que leurs employés sont de qualité, mais qui peuvent pas les faire évoluer parce qu'ils peuvent pas les faire écrire seuls en autonomie. Donc ça va favoriser également ça, et puis ça va favoriser effectivement la confiance, puisque même malgré l'IA, etc., il y a vraiment des phénomènes d'autocensure à cause du manque de confiance en soi lié à ces faiblesses à l'écrit. Ouais, ok. Ouais. Donc en fait, c'est super important, même si on trouve que, bon, certains pensent que c'est secondaire, au final, c'est quand même important. Exactement, on peut pas désacraliser la maîtrise de l'orthographe comme ça, on peut pas ignorer à quel point c'est discriminant pour les gens qui la maîtrisent pas, à quel point il y a une souffrance. Moi, je rencontre les gens et je peux constater vraiment cette souffrance. Donc on peut pas faire fi de tout ça. Et en plus, il y aura toujours des gens qui maîtriseront, puisque, encore une fois, ça se fait inconsciemment pour eux. Le cerveau spontanément réussit à se débrouiller. Et donc, à partir du moment où il y a toujours des gens qui maîtriseront, ça restera toujours discriminant et un moyen. Ouais. Alors moi, j'ai la chance d'être plutôt bonne en orthographe, mais justement, quand je vois des erreurs, moi, ça m'agace. Et on m'a fait souvent la réflexion, oui, mais dans les entreprises, hein, on m'a fait souvent cette réflexion, mais ce qui compte, c'est le sens, le message. Tu vas pas chipoter pour une erreur. Qu'est-ce que, du coup, tu répondrais à ça? Ouais. Alors déjà, l'orthographe véhicule du sens. Quand je suis comptable et que je dois mettre à régler ou à régler avec un ER ou un E et un A avec l'accent ou pas, ça change complètement le sens de ce que je veux dire et je peux mal gérer ma compta. Si je dis la femme de son mari trompé, je ne sais pas si c'est la femme ou le mari qui est trompé selon que je mets E ou E. Donc en réalité, ça véhicule du sens, ça permet aussi d'avoir une structuration de la pensée. Et donc en fait, il y a vraiment des impacts sur la communication plus largement. Et donc, on peut pas ignorer ça non plus. Voilà. Merci Roxane. Je te propose maintenant de passer aux questions signatures du podcast. Mm-hmm. Alors, ma première question traditionnelle, c'est comment fais-tu ta veille? Alors, est-ce que d'ailleurs, il y a besoin de faire de la veille? Est-ce que sur l'orthographe, il y a des choses qui changent? Des réformes, tout ça? Ouais. Alors, il y a tout à fait besoin de faire de la veille quand on veut avoir une approche scientifique. Moi, je me définis comme entrepreneur scientifique. Hein, on vend pas son âme au diable quand on est un scientifique qui fait de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on peut des fois se dire, surtout quand on vient des lettres et sciences humaines. C'est pour ça qu'il y en a peu, malheureusement, des startups en lettres et sciences humaines. Mais donc, du coup, bien sûr que je fais de la veille, et notamment par le biais des réseaux sociaux, des newsletters. Sur les réseaux sociaux, je suis en contact avec des chercheurs, et puis je fais aussi de la veille sur Calliope, je fais aussi de la veille sur la formation, je fais de la veille sur les concurrents, etc. D'accord, ok. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi? Alors, j'ai fait une formation il y a très longtemps chez un concurrent. Ok. Une formation pour être formatrice, donc formation de formateur en orthographe. Et ça a été très intéressant parce que déjà, ça a validé mon expertise, parce que ça m'a permis ensuite d'entrer dans ce milieu de la formation en orthographe et de le découvrir, et surtout de constater qu'on utilisait toujours les méthodes traditionnelles et que les enseignements, encore une fois, des sciences du langage n'étaient pas arrivés sur le terrain. Et donc, ça m'a permis, moi, de proposer une solution qui se distingue, une solution unique. Ouais, du coup, ça t'a conforté dans ton intuition et c'est pas mal. Exactement. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation, ce serait lequel? Eh bien, c'est de redonner le pouvoir à ses collaborateurs pour améliorer leur employabilité, leur confiance en eux, etc., par une formation en orthographe. Et puis, par là même, pour l'organisation, de renforcer son attractivité, puisqu'évidemment, un collaborateur ou un apprenant qui fait des fautes sur les réseaux, etc., ça discrédite l'organisation elle-même. Et puis, ça permet aux organisations de proposer une offre innovante, inclusive, etc. Ouais. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée, c'est que je trouve que ça fait partie des thématiques émergentes dans les catalogues de formation. C'est justement d'aller au-delà de ce qui peut être utile immédiatement pour la productivité de l'entreprise, mais qui sert à la fois le collaborateur et l'entreprise. C'est ça, on est dans les soft skills. Exactement. Donc les compétences transversales qui servent partout. Tout à fait.
Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Roxane? Alors j'en ai plusieurs, mais donc je vais sélectionner. Très bien. Non, on est content parce que ça y est, les choses avancent vraiment et on commence à arriver un peu partout dans les écoles et les entreprises, donc on est content. Là, on vient de gagner par exemple un appel d'offres avec une université, donc on est ravis. Mhm. Et puis une autre actu, mais je peux pas en dire plus, on est sur un projet éditorial passionnant. Ok, super. Bon, on va suivre ça avec attention alors. On mettra les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Alors, si je résume, pardonnez les chiffres, mais je crois que c'est 88%, c'est ça? 81. 81% des personnes qui font des erreurs. Ouais. De faute en plus. Après, on a 64% des adultes qui ont des besoins plus ou moins importants en orthographe. 65% des lycéens qui maîtrisent pas les règles. Ah ouais, c'est fou ça. Mais peut-être que c'est lié justement à cet enseignement un peu tradit qui les oblige à mémoriser des règles dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est fastidieux, surtout quand on est petit, parce que ça démarre à l'école élémentaire en fait, donc ça commence tôt. Donc bon, on voit pas trop à quoi ça sert. À cette époque, si on leur parle de l'intérêt, de bien draguer, d'être recruté, donner des bons devoirs ou de favoriser l'employabilité, ça va pas trop leur parler, mais bon, voilà. Et puis, il faut une maturité cognitive suffisante. Ouais, c'est ça. Mais que grâce à ta méthode, on peut facilement comprendre les règles. Et justement, quand on comprend les règles, c'est plus facile de les appliquer plutôt que de les apprendre bêtement par cœur. Grâce à ce fameux arbre de décision là, qui permet de favoriser le bon chemin que doit prendre le cerveau et pour bien orthographier les mots. Donc, merci beaucoup. J'ai hâte de tester cette méthode parce que depuis qu'on se croise et tout, c'est vrai que j'ai toujours pas testé. Donc maintenant, j'ai hâte de le faire. Oui, il y a une licence effectivement d'essai gratuite pendant 7 jours. Ok. Donc, faut pas hésiter à aller sur notre site pour pouvoir essayer l'application. Pouvoir la faire, du coup, je la mettrai également. Donc, merci beaucoup, Roxane, pour tous ces éléments. Oui, alors merci à toi. J'étais ravie de pouvoir faire cette interview. C'est l'occasion de parler d'orthographe puisqu'on a souligné les enjeux à la maîtrise de l'orthographe. Alors, merci à toi de nous avoir donné cette occasion. Et effectivement, pour les gens qui voudraient essayer notre application, il y a une licence d'essai gratuite de 7 jours. Il suffit d'aller sur notre site pour pouvoir essayer l'application. Génial. Je t'en reparlerai parce que moi, je vais la suivre et je dirais est-ce que j'ai encore appris des choses? Est-ce qu'il y a des améliorations? Parce que on fait tous des erreurs, même quand on est plutôt bon. Donc, je vais voir un peu ce que j'ai pu améliorer. Le subjonctif, les participes passés, etc. Ça fait du bien de revoir ça. Ça fait du bien, exactement. Alors, merci Roxane et puis à bientôt, sûrement dans un prochain salon Learning. À très bientôt, avec grand plaisir. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.